Alors j'ai à présent à mes côtés Sarah Schifferling, avocate spécialiste du droit du travail. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble aujourd'hui nous allons parler des négociations collectives, un sujet qui était dans l'actualité ces derniers mois, notamment avec le cas de l'entreprise Smart qui tente de trouver un accord d'entreprise pour changer la durée du travail. Et puis dernièrement également la loi Rebsamen qui a simplifié et facilité la négociation des accords collectifs. Alors ensemble, on va déjà tenter d'expliquer ce que sont ces négociations collectives. Tout d'abord, à quoi servent ces négociations d'entreprise? Alors les négociations permettent d'adapter le code du travail aux spécificités et aux besoins d'une entreprise. Parce qu'on ne travaille pas de la même façon dans une boulangerie que dans la métallurgie ou dans l'industrie ou dans le bâtiment. Donc ça permet vraiment d'adapter, parce que le code du travail prévoit des règles générales et c'est pour adapter ces règles générales à des spécificités propres à des secteurs d'activité. Alors le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de règles et que souvent elles se chevauchent ou elles se complètent et il faut vraiment faire le tour des règles pour savoir laquelle on applique de manière concrète, parce que vous avez le code du travail, vous avez les conventions collectives, vous avez les accords collectifs, les conventions d'entreprise et il y a un certain nombre, et après il y a le contrat de travail aussi, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Alors, quelles sont les différences justement entre tout ce que vous venez d'évoquer, les conventions, les accords collectifs? Bon, on imagine que ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. La convention collective, elle traite du droit du travail en général. Donc ça concerne les règles d'hygiène dans les sociétés, ça concerne les congés, les salaires, les règles en matière de licenciement. Alors quand je dis règles en matière de licenciement, ça ne veut pas dire qu'on peut négocier des règles particulières en matière de licenciement. C'est toujours le code du travail qui s'applique. Maintenant, on peut prévoir un préavis différent pour certaines catégories de personnes. Pour les cadres, il y a un délai de préavis plus long ou des périodes d'essai plus ou moins longues. Il y a un certain nombre de choses qui prennent la suite du code du travail qu'on peut prévoir dans une convention collective. Et les conventions collectives, il y a des avenants aux conventions collectives, il y a des accords et il y a des annexes aux conventions collectives. Donc ça, c'est toujours quand ça traite du droit du travail de manière générale, mais appliqué à un secteur d'activité en particulier. Ensuite, il y a les accords collectifs. Alors là, ça ne concerne que certains thèmes bien déterminés, c'est-à-dire l'égalité professionnelle, la formation professionnelle ou les salaires. Une fois par an, dans la plupart des branches d'activité, on négocie les salaires minimums. Donc pour on négocie un pourcentage d'augmentation, par exemple, ou on négocie un montant déterminé que l'employeur est obligé d'appliquer s'il est dans ce secteur d'activité. Et à côté de ça, il y a les accords d'entreprise. Alors ça, comme leur nom l'indique, c'est des accords qui sont spécifiques à une entreprise en particulier. Donc ça rétrécit le champ d'application. D'accord. Et, on parle donc de négociation, mais qui négocie avec la direction? Alors normalement, ce sont les délégués syndicaux. La loi Rebsamen de laquelle vous parliez il y a quelques secondes, donc qui est du mois d'août 2015, a permis de faciliter ces négociations dans le sens où elle a simplifié l'accès à ces négociations. Si vous n'avez pas de délégués syndicaux, dans les petites entreprises, par exemple, les petites entreprises, vous pouvez faire appel à un élu du personnel. Et si l'élu du personnel ne demande pas de négociation ou ne fait rien, il y a possibilité de mandater un ou plusieurs salariés pour engager ces négociations. Donc le but, c'est de permettre à plus de personnes de négocier si jamais ce sont des petites entreprises. Sur quel thème est-ce qu'on négocie? Alors, il y a des thèmes obligatoires et il y a des thèmes libres. On négocie sur un peu tout, mais il y a des négociations qui sont obligatoires. Donc, il y a des négociations annuelles sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail. C'est les accords dont je vous parlais tout à l'heure, donc les salaires minima. On est obligé d'en discuter chaque année. On n'est pas obligé de les arrêter, mais on est obligé d'en discuter sur la situation des salariés handicapés et sur tout ce qui est prévoyance et épargne salariale.
Donc ça, ce sont les négociations obligatoires, annuelles. Et les négociations tous les 3 ans, c'est quand il y a des emplois qui sont menacés, quand il y a une évolution économique ou technologique dans la société, il faut qu'on discute des emplois qui sont menacés et de voir ce qu'on peut faire avec les salariés concernés avant d'engager une autre procédure. Et il y a aussi le déroulement des carrières des salariés, parce qu'il y a certaines sociétés dans lesquelles on indique que vous avez tant et tant de pourcentage d'augmentation au bout de 2 ans, au bout de 3 ans ou au bout de 4 ans de carrière. Donc ça, c'est des éléments qui sont discutés en négociation pour voir quel pourcentage on affecte et au bout de combien de temps. Est-ce que ces négociations sont codifiées? Il y a des étapes à respecter? Oui, ce sont des procédures relativement complexes dans la mesure où il y a un certain nombre de documents à fournir à ceux qui négocient, qui sont prévus par le Code du travail. Il y a ces délais de négociation. Donc l'employeur est obligé d'organiser les négociations, de les organiser dans les délais, parce que sinon il est susceptible d'être poursuivi pour le délit d'entrave, c'est-à-dire il entrave le fonctionnement correct des négociations et de l'action des délégués syndicaux ou des délégués, des délégués du personnel. Donc ça, c'est le délit d'entrave. S'il n'organise pas ces élections, il est obligé de donner un certain nombre de documents à ceux qui négocient, et il faut que la négociation se fasse de manière proportionnée. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est sous l'influence de l'employeur. Il y a vraiment une égalité. C'est pour ça d'ailleurs que les délégués syndicaux et les délégués du personnel ont une protection par rapport au licenciement, pour pas qu'on puisse exercer des pressions sur eux dans le cadre des négociations. Ils ont une certaine indépendance. Tout à fait. Donc une fois que cette négociation est engagée, il y a un projet qui est rédigé. Là, le délégué peut se concerter avec les salariés pour voir ce qu'il en est, et il peut demander aussi à l'organisation syndicale dont il dépend s'il a des questions à leur poser, ou s'il y a des petites choses qui ne vont pas pour en faire part à l'employeur après. Une fois qu'on arrive à un accord, comment appliquer donc, ces dispositions prises? Est-ce qu'obligatoirement ça s'applique? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, lorsque l'accord est trouvé, il est envoyé à la direction du travail et de l'emploi, et il est déposé au greffe du conseil de prud'homme. Ça, c'est de manière formelle. Pour qu'il s'applique, il faut qu'il soit signé par les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 30% de votes lors du premier tour des élections. Et s'il n'est pas signé par les organisations représentatives, il peut être signé par d'autres organisations, mais il ne faut pas que les organisations syndicales représentatives s'y opposent. D'où le rapport avec l'actualité, parce que je lisais encore cette semaine dans le journal qu'il y a les négociations sur le site de la Smart, et il semblerait, dans le cadre de ces négociations, que 2 organisations syndicales soient disposées dans le cadre des négociations à signer des accords, mais les organisations syndicales représentatives que sont de mémoire la CFDT et la CGT s'y opposent. Donc même si les autres organisations signent cet accord, et que les organisations représentatives qui ont eu plus de 30% lors des élections s'y opposent, eh bien l'accord ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est très important qu'il n'y ait pas que des négociations. Pour que ça s'applique, il faut que la majorité soit d'accord. Très bien, et donc c'est ce qui se passe à Smart pour le moment, on ne peut pas l'appliquer. Et donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'accord de trouver. En tout cas, si les délégués syndicaux s'y opposent, il n'y aura pas d'accord. Et ce qui est très compliqué de manière concrète, parce que c'est vrai que là on parle des conventions, des accords, c'est toujours un peu compliqué, mais ce qui est
compliqué dans la réalité, c'est pour le salarié de savoir concrètement à quoi il est soumis. Parce qu'il y a le code du travail qui s'applique à tout le monde et il faut aussi qu'il aille voir sa convention collective, qu'il aille voir les accords collectifs, qu'il voit ça par rapport à son contrat de travail. Donc c'est surtout ça qui est compliqué, ce n'est pas vraiment la négociation en tant que telle, c'est après, une fois que tout ça est négocié, de réussir à s'en sortir et de savoir ce qui nous est applicable ou pas, sachant que de manière générale, on applique toujours les règles qui sont le plus favorables aux salariés. Donc c'est quand même un bon point. On ne peut pas négocier une convention qui serait totalement contraire. Alors, contraire au droit du travail, on ne peut pas négocier quelque chose qui est totalement contraire, mais s'il y a si la Convention prévoit sur certaines parties une diminution des garanties, il faut que de l'autre côté, elle en prévoie une augmentation. Il faut qu'elle soit généralement plus favorable pour qu'elle puisse trouver application. Bon, un sujet très compliqué, mais on espère avoir un peu défriché les choses pour le rendre plus simple. Merci à vous. Merci à vous.